Le 15 janvier 1971, il est exécuté par balle sur la place publique à Bafoussam au terme d'un procès fortement médiatisé. Il avait été arrêté quelques mois auparavant dans des conditions qui jusqu'ici ne sont pas clairement élucidées au regard du rôle trouble joué par un certain nombre d'acteurs, notamment Monseigneur Albert Ndomo. Le dernier leader nationaliste, UPCiste, était donc à sa 9e année de combat dans le maquis. Le maquis qu'il avait choisi pour poursuivre la lutte pour l'indépendance, la vraie indépendance du Cameroun après l'assassinat du président Roland Félix Moumié à Genève en 1960. Ernest Ouandié, puisqu'il s'agit de lui, avait abandonné le confort de l'exil pour rentrer au Cameroun, retrouver le maquis et poursuivre la lutte pour la libération de son peuple. Il sera arrêté, torturé, jugé, condamné et exécuté par l'armée camerounaise. 50 ans après, on s'en souvient. 237 débats se souvient de cette commémoration, de cet assassinat, de cette exécution pour rappeler la trajectoire historique, la trajectoire politique de cet homme exceptionnel, le sens de son combat, la controverse autour de son arrestation et de son procès et surtout l'héritage qu'il a légué à l'UPC, à toute la jeunesse camerounaise de façon globale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à 237 débats. Merci de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat ce soir pour cette émission hommage à Ernest Ouandié, le professeur Emmanuel Tchouchoua. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Duval. Et merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi en tant qu'historien de participer à ton débat afin de contribuer à l'écriture de l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Professeur Albert Dikoumé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Professeur Yves Moyo, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. C'est moi qui suis honoré d'être sur ce plateau de Kinox TV. Ça fait un bout de temps. Et comme je suis là aujourd'hui, c'est une bonne chose. On va débattre de quelque chose qui me tient à cœur. L'assassinat de camarade Émile, Ernest Ouandié. Merci, professeur Yves Moyo, d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes venu de Yaoundé. Maître Simon-Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau ce soir. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce prestigieux plateau. Vous savez, je suis personnellement attaché à l'histoire. Et chaque fois que vous m'invitez pour parler de l'histoire du Cameroun, j'en suis particulièrement réjoui. Et je vous donne la parole en premier, maître Simon-Serge Kakak. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance et surtout convié sur ce plateau comme UPCiste. Il y a certainement des jeunes qui regardent cette émission ce soir, qui ont entendu parler d'Ernest Ouandié et qui doivent se demander qui était Ernest Ouandié. En fait, ce que je peux déjà vous dire en tant qu'UPCiste, c'est que Ernest Ouandié, camarade d'Émile, comme l'appelaient affectueusement les UPCistes, était le dernier leader historique de l'Union des populations du Cameroun qui fut effectivement exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Lorsque je dis que c'était le dernier leader historique, il faut que les gens le sachent. Les principales figures historiques de l'Union des populations du Cameroun, au-delà des 12 pères fondateurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris part à la création de l'Union des populations du Cameroun le 10 avril 1948, ces leaders historiques étaient au nombre de 5. Il y avait Mpodo Ruben Oumniobe, qui est décédé à l'âge de 45 ans, assassiné dans une forêt du département actuel du Nord-Ikele. Près de Boumniébel. À 45 ans. L'autre leader historique, c'était le docteur Félix Roland Moumié, qui, lui, est mort empoisonné au thallium à Genève en 1960, notamment au mois de novembre, à l'âge de 35 ans. Le troisième, c'était Castor Osenda-Fana, qui, soit dit en passant, était le premier Camerounais à soutenir une thèse en économie en 1959. Lui, il est mort
le 15 mars 1966 à l'âge de 36 ans, parce qu'il était né en 1930. Le quatrième, c'était Abel Kenyé, qu'on appelait Abel Kenyé. En réalité, c'était Abel Kenyé. Lui, il est décédé à 40 ans, en 1964. Il est mort en exil. Et le cinquième, c'était camarade Émile, ça veut dire Ernest Ouandjé, qui lui est mort à 47 ans. Quels sont les traits caractéristiques de Ernest Ouandjé? Je veux dire, de tous ces leaders que vous avez cités, de tous les leaders UPCistes, de toutes ces figures, est-ce qu'il avait une particularité, quelque chose qui le distinguait des autres? Non, vous savez, les leaders historiques de l'Union de la population du Cameroun avaient pratiquement les mêmes caractères. C'était des gens qui étaient très attachés à la libération du Cameroun. C'est pour ça que tous étaient prédisposés à donner de leur vie, à donner de leur sang pour la libération du Cameroun. Donc c'était déjà quelque chose qui les caractérisait tous. Mais ce qu'il faut noter, c'est que par le fait que Ernest Ouandjé prend la direction de l'UPC, après l'assassinat du docteur Moumié en 60. Et vous savez qu'en 1960, le Cameroun était déjà formellement indépendant. Parce qu'on nous avait déjà donné l'indépendance factice qui nous a été attribuée le 1er janvier 1960. Donc il prend donc la direction de l'UPC au moment où le Cameroun est formellement indépendant. Et il est obligé de continuer la lutte dans le maquis. Déjà, c'était quelque chose de très particulier. Et surtout qu'il vient de l'exil. Parce qu'il vient de l'exil. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, Ernest Ouandjé a abandonné l'exil où il menait une vie plus ou moins paisible pour rejoindre le la maquis. Possibilité qu'il avait de prendre la parole à la tribune des grandes rencontres internationales. D'accord. Il rentre dans le maquis pour continuer la lutte dans la clandestinité. Mais ce qui était quand même déterminant ici, ce qui était remarquable en lui, c'était son courage. Parti déjà d'un décor quelque peu paradisiaque à un décor quelque peu infernal. Déjà, c'était son courage. La deuxième chose qu'il faut noter ici, c'est que c'est des gens, c'est quelqu'un qui avait une très grande conviction. Il avait une très grande conviction que le Cameroun sera enfin indépendant, véritablement indépendant, parce que pour eux, pour lui, l'indépendance qu'on nous a donnée en 1960 n'était pas celle-là que l'UPC réclamait. Justement, ça va faire partie c'était quelqu'un déjà du débat, puisqu'il va falloir qu'on cherche à comprendre pourquoi, malgré cette indépendance en 1960, Ernest Ouandjé et les leaders UPCistes, en tout cas, vont continuer. Non, justement, c'est pas là que je vais chuter du Val. Ce que je vais dire là, de mon point de vue, est très important. Vous savez, camarade Émile, comme d'ailleurs tous les autres UPCistes, était convaincu que l'indépendance qui nous a été donnée le 1er janvier 1960, ce n'est pas celle-là que le Mpodol, Ruben Ouniavé, était allé réclamer sur la tribune des Nations Unies à 3 reprises. Et que cette indépendance n'était que, en réalité, l'implémentation de la volonté d'un homme qu'on appelait Léopold Ojoula. C'est pour ça que justement les UPCistes, du moins en 1954, on a eu l'impression qu'il y avait deux visions de la libération du Cameroun qui s'affrontaient. Il y avait la vision UPCiste qui était incarnée par les leaders dont je venais de citer les noms, et bien entendu, il y avait la vision ojulatiste qui voulait que le Cameroun acquiert l'indépendance telle que la France la voulait, pas celle que l'UPC réclamait. Alors, professeur Yingamoyo, Ernest Ouandjé est né et a grandi dans une famille que vous connaissez. Oui, Ernest Ouandjé est né dans la famille d'une des plus grandes personnalités de la ville de Bafoussam, qui s'appelait Fossangon. Son vrai nom, Joseph Kamdo. Et j'ai la chance, ou bien mon père a eu l'opportunité qu'il soit son mentor, ce Fossangon, et qu'il a ramené du village pour l'initier au commerce. Donc quand il arrive à Bafoussam, voilà que ce monsieur perd son frère, qui s'appelait Jomo, et qui est en fait le père de Ouandjé. Et c'est ce monsieur-là qui a été déporté pour des problèmes de travaux forcés. Il est décédé dans Fossangon, comme on l'appelait, et obligé de prendre le petit-neveu avec lui et de l'élever dans sa maison à Bafoussam.
Donc c'est à ce moment-là qu'il va trouver des personnes comme mon père dans la même maison. Ils vont être élevés ensemble. Donc le jeune Ouandié va être élevé dans cette maison. Des témoignages que vous avez de la vie en communauté, de comment ils se comportaient, comment ils se tenaient, qu'est-ce qui peut capter votre attention? De toutes les façons, de ce que je sais de la vie qu'ils menaient dans cette maison, c'était leur tuteur, si vous l'appelez ainsi. C'était quelqu'un d'assez sévère au niveau de l'éducation. Donc lorsqu'on était chez lui, il fallait faire quelque chose. Tu choisissais ce que tu voulais faire et tu le faisais consciemment. C'est pour ça que, par exemple, mon père est parti parce qu'il voulait faire du commerce. Il a suivi parce que pour ça, on faisait aussi du commerce. Et le jeune Ouandié, lorsqu'il va grandir, il va aller à l'école. Le temps peut-être qu'on règle votre micro pour être sûr qu'on vous écoute très bien. Je donne la parole au professeur Albert Dikoumé. Professeur, de ce que les livres d'histoire ont enseigné et de ce que vous-même vous avez obtenu en termes de recherche sur la vie de Ernest Ouandié, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans sa trajectoire politique, par exemple? Bon, ben, Ernest Ouandié, c'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui a participé au combat pour l'indépendance du Cameroun. Et puis, qui a vécu avec d'autres chefs historiques dans la partie anglaise du Cameroun, dans la partie britannique, qui s'est exilé, qui est allé à Khartoum, qui a été au Caire, où il a même rencontré, Mandela. Mandela qui lui avait dit il faut retourner se battre au Cameroun. Il faut souligner une chose ici, c'est que, comme l'a dit Maître Kakak, tous les dirigeants de l'UPC ont eu un destin tragique. Cela montre que la France et ceux qui ont remplacé la France n'ont pas été tendres avec les UPCistes. Mais malgré tout cela, bien que Oum ait été assassiné, bien que Moumié ait été assassiné, bien que King, parce que King, pourquoi il est mort aussi jeune, c'est parce qu'il a été un jour dans un village barré à côté de Konsamba, plus précisément Barré-Ocre. Il a été pris à partie par des militaires qui l'ont frappé sauvagement, de sorte que certains de ses organes vitaux ont été atteints. Donc, vous voyez, ce monsieur, il aurait pu éviter de rentrer au Cameroun. D'autant plus que on lui en a fait la proposition. On lui a dit, reste à l'étranger, mais il est quand même revenu. Il est revenu parce qu'il n'y avait plus de chef historique. Il fallait quelqu'un pour diriger l'UPC, pour l'organiser, et il a décidé de revenir. Ça, c'est au lendemain de l'assassinat de Roland Félix Moumié. Oui, après l'assassinat de Moumié, l'UPC connaît quelques difficultés et il faut un homme pour reprendre les choses en main, pour réorganiser l'UPC, et la personne qui revient au Cameroun pour le faire, c'est Moumié. Je crois que pour le faire, pour accepter cette situation, il faut beaucoup de foi. Et Moumié avait la foi. Mais c'était également un homme humain, parce que mon frère, bien de mes frères aînés, qui a été dans les jeunesses de l'UPC, qu'il a rencontré à Accra, qui a dit que c'était quelqu'un de très humain, qui avait beaucoup de tempérance. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, on n'est pas de la même génération, qui avait beaucoup de tempérance. Donc, c'est cette foi qui fait, et le courage, la foi, le courage, qui font qu'il revient au Cameroun. Et à cause de son combat, il prend
une autre stature. Il devient un homme objet d'une étude historique. Il y a des études historiques qui ont été menées sur Wandje. Il y a des mémoires, hein, et on le trouve dans des thèses, on trouve ce personnage dans des thèses, et on le présente véritablement comme l'un de ceux qui ont voulu que le Cameroun sorte des griffes de la colonisation française. Peut-être qu'on va revenir au professeur Yimgen Moyo, mais bon, avant de revenir au professeur Yimgen Moyo, peut-être le professeur Emmanuel Djoumchoua. Professeur, qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter ces éléments en rapport avec la connaissance de cette figure historique? Je voudrais d'abord commencer par un sentiment propre. Oui. J'étais très jeune quand a eu lieu le procès Wandje. Oui. Et j'habitais Nobel, qu'on appelle le Baoussa. Et mon père achetait le journal officiel qui parlait du procès. Mais pour lire le journal, il fermait la porte. C'est-à-dire que le journal, c'est comme une tribune, mais il devait fermer la porte. Journal officiel. Oui, pour lire, parce que on avait peur, tout le monde avait peur, parce que si on voit que tu lis les choses de Wandje, c'est que tu es peut-être pro-supéciste, et donc il se cachait pour lire. Et après, quand il finissait de lire, il déposait le journal dans l'armoire fermée à clé. Donc, et qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, combien d'années après, on parle de ça en public. Pour moi, je trouve quand même que c'est quand même une grande avancée. Pour moi, c'était un plaisir énorme. On ne parlait pas de ça. C'était des choses, c'était interdit. On allait en prison pour ça, seulement du UPC ou du Wandje ou ne sais pas quoi. Donc, pour moi, je trouve quand même, sur le plan personnel, c'est un sentiment de fierté, de gaieté qu'aujourd'hui, on parle. Peut-être qu'on aurait dû commencer plus tôt, mais mieux tard que jamais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut planter le décor. Parce que si on ne comprend pas le décor qui pousse à des jeunes gens à s'engager dans le combat, on ne comprendra pas pourquoi ils sont. Je veux dire qu'après la guerre, dans toute l'Afrique, sous domination française, il n'y a que 2 pays qui revendiquent l'indépendance. Madagascar et le Cameroun. Et au Cameroun, il n'y a qu'un seul parti, l'Union des populations du Cameroun, qui revendique l'indépendance. Pour tous les autres hommes politiques, c'était un scandale. C'était des choses qu'on ne pensait même pas. Donc, c'est des jeunes qui étaient... Et c'était contre la politique officielle française. Et donc, pour les Français, l'ennemi à battre, c'était tous ceux qui portaient la notion d'indépendance. Là, on était encore dans l'Union française. Personne en France ne pensait à l'indépendance. C'était aussi, penser à l'indépendance, c'était une forme d'utopie irréalisable. Donc, que ces jeunes gens, et deuxième, ceux qui portent, regardez bien, ceux qui portent des petits fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe? En 1948, le plus grand niveau, c'est l'école supérieure, Yaoundé. Donc, c'était comme notre grande université, je ne sais pas quoi. C'est là où sortaient les fonctionnaires. Et lui, il est fonctionnaire. Et dans ce temps, vous avez soit vous, quand vous devez fonctionner, petits fonctionnaires, parce que soit vous vous conformez au discours français, en attendant qu'on vous donne une petite promotion, sachant que vous pouvez parler plus haut, parce que il y avait un seuil pour les Noirs. Vous ne pouvez pas devenir le seuil à un niveau égal avec un blanc, vous n'avez pas le même salaire d'abord. Vous avez il y avait une forme de chape de plomb, vous ne pouvez parler plus que ça. Mais les gens se contentaient. Et il y a des gens qui ont dit, nous ne se contente pas de ça. On veut mieux pour notre pays et pour nous-mêmes. Et là, vous devenez des ennemis de la France. La politique française. Donc, c'est des jeunes gens qui ont mis de côté, hypothéqué leur carrière, leur avenir pour une idée d'une indépendance authentique. Donc, la question de la conviction évoquée. Oui, donc ça, à mon avis, il faut bien comprendre ça. Donc, il pouvait bien se contenter de devenir directeur, je ne sais pas quoi, un jour peut-être même inspecteur, mais sachant qu'il pouvait amener. Donc, mais il a refusé ça. Comme ou démission de la fonction publique, comme ainsi de suite. Donc, ils ont mis leur carrière en jeu pour un intérêt qu'ils jugent supérieur à leur carrière personnelle. Et deuxième chose que je voulais... et donc, si vous disiez, j'ai lu aujourd'hui, quand vous disiez à partir de 54, les Français disent que nous avons été battus en Indochine.
nous sommes en mauvaise posture en Algérie. Pas de troisième, et surtout quatrième chose, on découvre le pétrole, on commence à exploiter le pétrole à Douala. Il n'y a pas de quatrième front au Cameroun. Donc il faut tout faire pour lever l'hypothèque de l'UPC. Il faut pousser il faut mettre ce parti indépendantiste dehors. Et monsieur l'autre fait une politique en 3 points, il dit bien, il écrit lui-même. Parce que autrement, c'était l'administration française formidable que tout est écrit. Il dit non, il faut faire des oppositions africaines, il faut rendre la vie invivable aux leaders UP6, et ensuite il faut regrouper tout le monde dans une même ville pour empêcher qu'ils n'infestent le pays. Et pour ça, c'est comme ça les pousser à bout. Pour qu'ils puissent commettre une faute, on les interdise. C'est ce qui est écrit. Et donc, ils arrivent donc à interdire l'UPC. Nous sommes donc en 56. Ils interdisent l'UPC. Et pourquoi ils interdisent l'UPC? Ils disent, bon, comme on a levé l'hypothèque de l'UPC, il faut trouver ce qu'ils appellent les interlocuteurs valables, ceux qui peuvent tenir le discours de la France, en mettant le phénomène d'indépendance à côté. Et ils le fabriquent eux-mêmes. Ils le fabriquent par les élections qu'on connaît comment ça s'est fabriqué. Et donc, voilà les UP6 qui sont les premiers. Et tous ceux qui ont été choisis étaient contre l'indépendance. Ils ont, si vous prenez le discours d'Okala aux Nations Unies 52, vous prenez le discours d'Aïdjo, vous prenez le discours de Bida, qui dit que c'est en 10 ans qu'il faut négocier le paix, aucun d'eux ne pense à l'indépendance. Ah, c'est ce que Maître Kaka appelait tout à l'heure les ojibwatistes. Oui, bon, mais aucun ne pense à l'indépendance. Mais on est dit, les Français disent maintenant, on va déclarer que vous êtes indépendant. Hein? Vous prendrez tous les oripeaux de l'indépendance, mais l'essentiel au gâte. Un gars comme Bida dit, non, vraiment, j'étais d'accord jusqu'à un certain point, mais je ne suis pas d'accord. On dit, on te met à côté, on met à idiot. Et j'ai raconté une chose, vous verrez les archives, il y a un document aux archives, on demande, on a fait à partir de 58 les adresses des partis politiques. On dit UPC, BBP, machin. Mais on dit en arrêt à l'UC, on dit sous couvert au commissaire. Oui, c'est sous couvert au commissaire. Ça veut dire que le siège de l'UC était chez au commissaire. Donc, attendez, donc il arrive donc, on arrive donc petit à petit à pousser l'UPC à bout. Oui. Pour faire, donc eux qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont pensé l'indépendance, qui ont pensé la réunification, parce que la réunification est un projet UP6, oui. Ils sont petit à petit mis de côté par une politique ingénieuse. On fabrique une indépendance qui n'est pas celle qu'ils veulent. La conséquence, ils prennent des armes. Alors, ils n'ont pas pris des armes parce que c'est des maquisards, c'est des gens méchants, ils veulent détruire le Cameroun. C'est qu'ils ont été poussés à bout pour prendre des armes. Alors, c'était bien de faire ce rappel-là, parce que justement, ça permet de comprendre pourquoi l'UPC est interdite, pourquoi l'UPC entre dans la clandestinité, et comment Ernest Ouandie, justement, se retrouve en exil, d'où il est obligé de revenir plus tard pour reprendre les rênes de l'UPC à l'assassinat de Roland Félix Mombi. Vous aviez la parole tout à l'heure, professeur Yingemoyo, avant ces quelques soucis techniques, c'est réglé maintenant. Oui, c'était au sujet du caractère de Ouandie. Le caractère d'Ernest Ouandie. Oui, donc c'était une famille où il y avait comme principe il fallait la rigueur, la solidarité. Alors, leur tuteur avait institué la solidarité. Ça veut dire, quand vous voulez faire du commerce, vous faites du commerce. Ceux qui veulent aller à l'école, vous faites du commerce, mais vous aidez ceux qui veulent aller à l'école. Donc, il y avait dans cette famille-là une espèce de tontine. Vous voulez pas aller à l'école, tant mieux. Mais vous faites une caisse pour aider ceux qui vont aller à l'école, parce qu'ils ont choisi cette voie-là. Donc, voilà comment ça se passait. Donc, les gens sont découverts plus tard pourquoi les les Moumiers, les Ouandiers étaient si solidaires. Ils n'avaient pas... Ils ont des valeurs qu'ils ont ils avaient d'autres valeurs qu'on ne retrouve peut-être plus aujourd'hui. On parle de tribalisme, mais vous voyez bien que Ouandier n'avait pas de relent tribaliste vis-à-vis de Moumiers ou de Oum. Ouandie a épousé une fille Bassa, Moumi a épousé une fille Petit. Donc il y avait ce principe-là, ça n'existait pas. Donc lorsque Ouandie va donc réussir ses examens dans cette école indigène, je pense qu'il a été marqué par la mort de son père, qui a donc été
été exilé dans la région du Mungo. C'est quand même terrible parce que c'est dans la région du Mungo que va se terminer la carrière militante de Wandi. Il y est allé et c'est là-bas qu'il est mort, laissant le jeune Wandi en bas âge. Donc ça a dû le marquer. Et on va remarquer que c'est quelque chose qui, pas qui poursuit cette famille, mais la fille de... la mort, c'est quelque chose qui a jalonné la vie de cet homme, de sa famille, et a laissé des relents d'amertume qui va se traduire par certains comportements. Oui, sa fille est morte aussi d'amertume. Sa fille était mariée, mais tout le temps, parce qu'on la connaissait, je vous dis que nos familles sont très liées, on sentait toujours qu'elle était triste. Et finalement, elle est morte de façon tragique il n'y a pas longtemps. Donc voilà ce que je peux dire. Et il y a autre chose. Wandi était, paraît-il, quelqu'un d'assez courageux et téméraire. Il n'a pas peur. Donc c'est pour ça que dans même toute leur bande, si on peut dire ainsi, tous ceux qui ont élevé dans cette famille-là, c'est celui qui, le premier, a montré des signes de vérité par rapport à la situation générale du pays, de son pays. Lorsque les mouvements syndicaux et révolutionnaires vont clore dans notre pays, il va y adhérer très facilement. On sentait que c'était tout à fait naturel qu'il puisse suivre cette mouvance-là. Et ça n'a étonné personne. Alors, les autres ont commencé à développer tout à l'heure sur le sens du combat, et qui était celui d'Ernest Wandi, en indiquant par exemple que, parce qu'il faut observer, si on regarde la chronologie des faits, que le 1er janvier 1960, le Cameroun oriental accède à l'indépendance. Et puis, plus tard, un an, je crois, en octobre 1961, il y a la réunification avec l'accession à l'indépendance de la partie occidentale du Cameroun. Mais pourquoi? C'est la question que beaucoup se posent. 10 ans après... Non. Il faut comprendre quelque chose. L'UPC avait une logique et avait des objectifs clairs pour le Cameroun. Il voulait la liberté. Personne ne peut ignorer quel était le contexte d'un pays sous tutelle ou dans la colonisation. Les primates, les exactions. Comme le dit Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, le monde colonial est un monde de violence, de brimade perpétuelle. Mongo Betty va le répéter dans tous ses écrits. Donc lorsque vous voyez un peuple qui est brimé, qui est maltraité, qui n'a aucun droit, vous révoltez. Et Wandi a quand même été à l'école, même si c'était, comme l'a dit l'école primaire supérieure, c'est déjà... Oui, quand vous avez écouté... Quand vous avez écouté... Oui, quand vous avez écouté... Quand vous avez écouté... aux Nations Unies, quand vous avez écouté, quand vous relisez les citations de Wandi ou de Félix Moumié, le niveau de culture était extrêmement élevé pour l'éducation qu'ils avaient reçue dans ces écoles dites indigènes. Donc ce que je peux dire, c'est que ils ont vite compris la roublardise de la tutelle française qui consistait à donner une indépendance factice au Cameroun. Je me souviens, je l'ai lu quelque part, le président Senghor, agrégé déjà, les universités, il vient au Cameroun pour essayer de convaincre les mouvements nationalistes que le Cameroun avait intérêt à s'intégrer dans une alliance française pour accéder à l'indépendance. Et que toutes les colonies de l'Afrique occidentale avaient déjà accédé. Bien sûr, il a oublié de mentionner que Sékou Touré n'acceptait pas
c'était logique. Oui, puisqu'il a dit non à la communauté. Puisqu'il a dit non à la communauté, oui. Puisque Sékou Touré a dit non. Mais il y a à cette réunion-là, qui se situe à la salle de fête d'Aqua. C'est 53. À la salle de fête d'Aqua, tout juste à côté. La réservation, tout ce qui avait été fait pour que cette réunion ait lieu, c'était par Paul Sopo-Priso. Alors lorsque Senghor tient son discours, il y a un monsieur au fond de la salle qui se lève et lui dit que cela n'était pas possible, qu'on puisse inscrire la logique de notre lutte dans celle de ces pays-là, justement parce que le Cameroun était un pays sous tutelle, mais pas une colonie. Donc on n'avait pas intérêt à s'inscrire dans l'Alliance française pour accéder à l'indépendance. Donc vous voyez bien, ils appréhendaient déjà cette situation. Et il exigeait, Ouandié et ses camarades, il exigeait que l'on puisse aller à la réunification comme en 1919. En 1919, avant l'indépendance. Ça, la France ne voulait pas. Parce que vous savez, la France et les autres occidentaux, ils ont toujours intérêt à diviser pour mieux régner. Ils ne voulaient pas de la réunification du Cameroun avant l'indépendance. D'ailleurs, si vous relisez bien les livres d'histoire, vous allez vous rendre compte que lorsque John Gu Foncha, Ouandié est parti voir John Gu Foncha et lui a dit de ne pas aller à la conférence de Fouman et de ne pas accepter la logique de cette indépendance avant la réunification. John Gu Foncha... Oui, mais la conférence de Fouman a lieu en juillet 61, oui. Donc un an après. Oui, mais d'accord, ils avaient déjà refusé l'indépendance. Okay. Bon, mais les Foncha sont partis en 61 à la conférence de Fouman. Et Ouandié lui répétait les objectifs de la lutte des mouvements nationalistes. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, John Gu Foncha s'est excusé et a reconnu que Ouandié avait raison. Alors, Maître Simon Serge Kakak, il y a peut-être quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Comment Ernest Ouandié a dû tenir dans le maquis pendant 9 ans? Il faut quand même se souvenir que lorsqu'il revient d'exil, il prend donc la tête de l'UPC, il est dans le maquis, et on va se souvenir que c'est le 15 janvier, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, qu'il va être arrêté et exécuté. 9 ans dans le maquis, comment a-t-il pu tenir de votre point de vue? Non, je vais vous dire quelque chose, Duval, avant de répondre à votre question. Tout à l'heure, le co-panéliste relevait un aspect qui est très important, c'était la force de caractère de tous les leaders historiques de l'UPC. Mais il faut noter que cette force de caractère, ils la tirent de la culture qu'ils ont reçue. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. Qui le disait, l'école qu'ils ont reçue à l'école supérieure. Mais en fait, il faut noter que il y a eu la conjugaison de 3 facteurs qui les ont formatés. Parce que vous allez constater que l'UPC est créé le 10 avril 1948, 2 ans après l'adoption des accords de tutelle du 13 décembre 1946. Première chose, donc c'est le premier facteur, l'adoption des accords de tutelle de 1946. Et avant l'adoption des accords de tutelle, il y a eu la création de l'Union française, qui a été créée dans le cadre de la constitution de la Troisième République, le 26 octobre 1946. Et naturellement, au sortir de la création de l'Union française, il y a eu la fameuse conférence qui a conduit à la création du Rassemblement démocratique africain à Bamako. Vous comprenez? Et il y a une délégation qui était partie du Cameroun et qui avait à sa tête le Mpodol Ruben Oumniobé avec d'autres leaders comme Ernest Ouandié. Puis ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils sont allés à Bamako et au retour de Bamako, tous se sont engagés dans la bataille syndicale. Tous étaient d'abord des syndicalistes. Vous savez, la culture militante, réelle et véritable, commence d'abord par la culture syndicale. Et tous étaient d'abord des syndicalistes. Et vous savez que lorsque vous êtes formé dans le syndicalisme, qu'est-ce que vous formez? Qu'est-ce que vous cultivez le plus? C'est votre force de caractère. Maintenant, quand ils ont donc décidé
d'engager la bataille pour la libération du Cameroun, qui était une bataille essentiellement patriotique, tous maintenant ont commencé, j'allais dire, à penser le devenir de leur pays, qu'ils s'imaginaient déjà grand. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. C'était des gars très ambitieux. Ils imaginaient très très grand le Cameroun. Et leur amour, leur sens de patriotisme faisait que ils étaient prêts à tout pour parvenir à la véritable libération du Cameroun. C'est pour ça justement, là ça me permet d'embrayer sur la question que vous m'avez posée. C'est ça en réalité qui a servi de socle à la lutte clandestine, ou bien la lutte de Ernest Ouandjé dans la clandestinité, de 1961 ou bien de 1962 à 1971. C'était très difficile, mais elle a tenu. Malheureusement, il faut quand même reconnaître que le départ, parce que la disparition brutale de ses camarades, les autres leaders, ils étaient pratiquement seuls à mettre en place les stratégies. Bon, à un moment donné, il a cru pouvoir s'appuyer sur le soutien du prélat. Bon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais ça n'a pas donné. Donc je pense quand même que ce qui l'a véritablement formaté, c'est la culture qu'ils ont reçue, la culture militaire qu'ils ont reçue juste entre 1946 et 1948. Maintenant, je vais revenir sur un aspect. Et c'est le professeur Tchoumtchoua qui le disait tout à l'heure. En fait, il se pose un problème réel. Il se pose un problème réel parce que aujourd'hui, lorsque nous épiloguons sur l'héritage, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, lorsque nous allons épiloguer tout à l'heure sur l'héritage laissé par Ernest Ouandjé par rapport au Cameroun, cela nous ramène ipso facto à ce qui s'est passé entre 1954 et 1955. Parce qu'en réalité, c'est au cours de ces 2 années que le destin du Cameroun a basculé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, même les crises à répétition que nous connaissons aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qui s'est passé en 1954 et en 1955. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Professeur Emmanuel Tchoumtchoua, quels sont les moyens dont disposait Ernest Ouandjé pour pouvoir tenir cette résistance-là pendant toute cette période dans le maquis? Je voulais d'abord revenir sur 2 aspects. Oui. La combat de 53 de Senghor. Senghor, c'était, il venait convaincre d'adhérer à l'Union française, pas à l'indépendance. Il n'y avait même pas de projet d'indépendance. C'était d'adhérer à l'Union française. Et donc, parce que ça les amènerait facilement à l'indépendance. Non, non, à l'autonomie interne. Personne ne parle d'indépendance, c'était le mot tabou. De Gaulle parlait, c'était l'autonomie interne. Les gens n'ont pas le courage de parler d'indépendance à cette époque-là. C'est parler de l'indépendance. J'ai dit que le seul parti, jusqu'à les années 50, c'était l'UPC. C'était l'UPC, il a toujours parlé d'indépendance. Donc, mais les autres, c'était l'autonomie interne, dans le cadre de l'Union française. C'est ça que Senghor voulait. voulait. Mais donc, il faut bien comprendre. Donc, pour tous ceux qui pensent l'indépendance immédiate, pour eux, c'était le désordre. C'était tabou d'ailleurs. Non, c'est même pas le désordre, c'était voir les chèques, c'était le rêve. Vous savez, non, sauf qu'il y a un détail. En fait, c'est vous qui avez la parole. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ce que le professeur Tchoumtchoua a dit. En fait, en dehors de l'UPC, il y a une personne qui a parlé de l'indépendance en 1958. Non, c'est une parenthèse. Il est en 50. Je parle de 53. Je parle de 53, 55. C'est dans les dates. Si vous voulez, si vous répondez à l'indépendance, en 1936, M. Ebele écrit le Cameroun va dire son indépendance dans Balai, c'était le journal. Donc, mais le parti qui porte la notion d'indépendance au Cameroun jusqu'en. C'est l'UPC, c'est indéniable. C'est l'UPC. Donc, les autres, c'est l'autonomie interne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour la conférence de Bamako, c'est Azomoto, Takala, il y a qu'à deux Cameroun qui sont pas à Bamako. C'est après la création de l'UPC que M. Ruben Mounoué devient vice-président du RDA et le Cameroun devient section camerounaise du RDA. Ça, je voulais donc dire que qu'est-ce qui se passe. La même chose, vous dites que l'UPC n'était pas le seul parti dans le monde à prendre le maquis. Je voulais dire que beaucoup de partis de gauche avaient déjà pris le maquis, avec ce succès. Ho Chi Minh avait pris le maquis au Vietnam. En Algérie, il y avait le maquis. L'autre en Amérique latine. Donc, tous les gens savaient cette histoire, ils savaient comment ça se passait. Ils s'étaient formés depuis l'école des cadres, ainsi de suite. Donc, ils savaient quels sont les moyens pour engager la lutte armée. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a toute une discussion aujourd'hui sur le plan des historiens pour savoir si est-ce que les UPC savaient préparer la lutte armée.
est-ce qu'ils ne sont pas en train de l'armée sans une vraie préparation? Mais au moins sur le plan de la formation, ils avaient la formation pour vivre le... Parce que vous voyez déjà ce qui se passait dans le... Oui, et lui, il était formé. Et donc, quand il vient faire le maquis, il ne vient pas au hasard. Quand il vient en 60, il a déjà une formation de maquisard. Il était dans les camps de formation en Algérie avec... il a conseillé à... Donc Non. L'Afrique du Sud. À Mandela. À Mandela. Oui. Que pour accéder à l'indépendance, ça c'est quand il le rencontre à Alger, oui. Il n'y avait que la lutte armée. Oui, donc, pour accéder à l'indépendance. Donc ce n'est pas, ce n'est pas psychologiquement ils étaient préparés. Ils avaient été préparés. Lui, au moins, il a été préparé quand il entre dans le maquis. Il sait comment on peut vivre dans la clandestinité, il faut comment on vit avec la population. Et même qu'une des dimensions que un de mes étudiants qui soutient la méthode a montré, c'est que l'arme essentielle n'était même pas l'arme, la guérilla, c'était la communication. Ils avaient une maîtrise essentielle de la communication. C'est-à-dire, non, la communication entre les différents organes, avec la population, même comment parler à l'administration et tromper l'administration. Donc, ils ont toute cette maîtrise-là a fait qu'ils peuvent durer avec des armes, donc les armes rudimentaires pendant longtemps. Donc, la maîtrise du terrain, la connaissance du terrain, la maîtrise des hommes, connaisser les hommes, et la maîtrise de la stratégie militaire, la maîtrise de la stratégie de la communication sont des instruments qui ont... Pourtant, au niveau de l'armement, c'est un armement illégal. Voilà, rudimentaire. Ouais. Professeur Découvert, peut-être avant de revenir au professeur Ingemouyou, sur les moyens, on va quand même remarquer qu'à un moment donné, il y a comme une sorte de fléchissement. Évidemment, on parle d'un groupe, on parle d'une lutte armée, donc parfois il peut y avoir des intrusions, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir, on peut tenter d'acheter, mais ça a quand même duré une décennie, professeur Albert Découvert. Plus d'une décennie. Bon, évidemment, quand on parle de la lutte armée au Cameroun, n'est-ce pas, il faut se dire qu'il y a plusieurs périodes, avec des temps forts et des périodes de repli, selon les moyens dont on dispose. Quand on parle de moyens, et là, je vais citer ici M. Diacep, qui a été le secrétaire particulier de Camarades Émile, qui dit que c'est d'abord la population qui était le principal soutien de ces combattants. Tout le monde y participait de manière financière. Dans un village, par exemple, même les enfants apportaient leur obol. Les adultes, les femmes, etc. Ça, c'était la base. Donc, il y avait une forme d'organisation à la base. Bon, on a parfois évoqué l'aide venue de l'extérieur. Parfois, notamment l'aide d'un certain nombre de pays, comme le Soudan, comme le Ghana, comme la Guinée, mais aussi dans un certain nombre de pays asiatiques, le cas de la Chine, etc., etc. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu une adhésion des populations à cette lutte, n'est-ce pas, cette lutte aurait pu cesser plus tôt. Il y avait une véritable adhésion. Et si vous regardez, si vous lisez les travaux qui sont commis par les étudiants aujourd'hui, vous êtes surpris par les moyens psychologiques dont disposaient ces gens, le sens de l'organisation. Hein, il a parlé tout à l'heure de la communication. Il y avait une communication sous maquis qui était formidable. Il y avait des gens qui pouvaient partir, par exemple, du Mungu. Des émissaires qu'on faisait partir du Mungu et qui se retrouvaient, par exemple, dans les Bamboutos. Et ils avaient des relais. À chaque niveau, ils avaient des relais, des gens qui les recevaient, qui les accompagnaient jusqu'à un certain niveau, etc., etc. Bon, évidemment, dans une lutte... Bien sûr. Oui. Dans une lutte comme celle-ci, il y a parfois des défections. Il y a des gens qui sont là de faire la guerre, qui, à l'instar de ce qu'on a vu avec Maï Matip
en Pays-Bassa qui se rendent, hein, qui décident de pactiser avec le pouvoir en place. Bon, évidemment, avec le temps, les moyens peuvent faire défaut. Hein, l'enthousiasme peut fléchir et, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette lassitude enlève des moyens à la lutte. Mais vous comprendrez que même après la mort de Ouandjé, il y a des gens qui ont continué la lutte sous d'autres formes. La résistance n'a pas cessé. Puisque vous vous rappelez qu'en 1976 encore, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été envoyés à Toléré, à Yoko, etc. Donc cette lutte a continué. Professeur Henriette Nchoua, il y a, je lisais un post de Henriette Ekwe dans le sillage de la commémoration du cinquantenaire de l'assassinat de Ernest Ouandjé, et elle indiquait, pour peut-être expliquer l'une des raisons qui est justifiée cette longue résistance, que à un moment donné, Ernest Ouandjé a remarqué qu'il y avait comme une sorte de fléchissement, et donc pour redynamiser, les groupes a mis en place le comité révolutionnaire, et entre autres, hein, il a parlé de ces jeunes. Après l'Assemblée populaire, il a mis en place le comité révolutionnaire, il a essayé d'organiser, n'est-ce pas, avec l'intégration des plus jeunes qui étaient pour l'essentiel des militants de l'UNEC et qui étaient essentiellement également des sympathisants de notre population du Cameroun. Est-ce que cela a permis un regain, je veux dire quoi, de vigueur dans cette bataille et cette résistance? Bon, je voudrais quand même commencer par les conditions. Je pensais qu'on devait organiser les conditions de l'entrée sur Maquis. Je voudrais dire que si vous voyez très bien, à partir de 57-58, quand les Français font venir énormément de troupes, quand on crée les camps les premiers camps de concentration et tout ça, de groupement et autres, il y a une décision de l'UPC, à mon avis, qui pose problème. C'est l'autre qui demande parce que quand ça commence, toute la population entre au Maquis, hein, les villages entiers entrent au Maquis, des communautés entières sont au Maquis. Donc, vous prenez le témoignage des jeunes qui étaient dans un témoignage d'un monsieur qui était à Banja, tout le canton est au Maquis. Donc, à un moment donné, les responsables ne peuvent plus, à cause des bombardements, disent à la population de quitter le Maquis pour laisser les seuls combattants dans le Maquis. Et je pense que ça, pour moi, ça a eu un problème là-bas. La conséquence, c'est que, et ça correspond avec le moment où on commence à tuer les leaders Simo, tout ça, dès 1959, là, on commence à tuer. Donc, ce moment de fléchissement, à mon avis, commence à jouer sur les troupes. Et donc, et l'indépendance aussi, les gens disent, bon, vraiment, on luttait pour l'indépendance, c'est arrivé. Beaucoup de gens commencent aussi à quitter en disant, bon, ils ne comprennent pas tout l'enjeu qu'il y a derrière, parce qu'il faut du temps pour expliquer. Donc, ça commence aussi à fléchir. Troisième chose aussi, on commence à promouvoir des gens. Tout le monde nomme des gens ceci, chacun veut quitter pour être nommé. Donc, il y a comme un fléchissement de la lutte. Et l'assassinat de Moumié, c'est presque le coup de grâce. Donc, ils comprennent donc que la lutte est en train de fléchir. Donc, tout ça se dit, et on ne peut pas faire une lutte en tant que général hors des troupes. On ne peut pas mener un combat loin des troupes. Il a compris qu'il faut rentrer pour redynamiser et donner une vie, n'est-ce pas? Surtout donner une nouvelle orientation dans ce Cameroun du indépendant, où les gens ne comprennent pas comment on peut encore être indépendant et encore être en train de lutter. Donc, c'est comme ça qu'il entend le Maquis. Et donc, tout ce que tu dis, c'est une forme d'organisation pour redonner la vigueur. Surtout que après l'indépendance, la répression est sans contrôle. Jusqu'en 1959 encore, on pouvait dire que les journaux français pouvaient parler, dire, maintenant là, le pays est fermé complètement. C'est une répression dans l'obscurité, sans témoins, sans rien. On peut raser des villages sans que personne ne se meure. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi je suis un peu surpris que nous ne parlons pas beaucoup de cette répression. Vous savez ce qui s'est passé à Équité, pas loin d'ici. C'est-à-dire qu'à Équité, les gens sont en une réunion, on dit que c'est des UPC, et les gens sont venus massacrer tout un village, des milliers de personnes, sans qu'ils vivent de sorte.
Pour vous dire, le chef de subdivision qui était là, c'était un jeune Français, et tellement éclairé qu'il décide d'abandonner plus tard l'administration pour devenir prêtre. Hein? Parce que, imaginez, ça dit que vous trouvez des 2000, 3000 personnes, c'est le master. C'est vraiment une répression sauvage. On bombarde des villages sans savoir si c'est un homme ou une femme, sans laisser poule. Donc, toute cette répression fait que les gens sont obligés d'ajuster les luttes, d'ajuster les moyens. Et dans le sillage de cette répression féroce, les gens ont signalé par exemple la base de l'ALNK de Banenkop qui a été rasée complètement. Ce n'est pas seulement Banenkop. Si vous regardez entre Bafoussam et Mbouda, il y a un no man's land là-bas. En 59, on met le feu. C'est-à-dire que les échos mettent le feu. Ça brûle, on a encerclé. Tout le monde meurt. Prenez Congo. N'est-ce pas, le Congo, c'est quoi? En 61, on encercle le quartier parce qu'on pense que tant que Noué est là-bas, et on tue tout le monde. Quand vous voulez sortir, on vous envoie dans le feu. Ce n'est pas seulement, il y a énormément, si on prend seulement les lieux de mémoire de cette répression sauvage et inhumaine. Oui, ça dit qu'on n'arrive pas, ça dit qu'on n'arrive pas à trouver des mots pour mettre tout ça. En plein 21e siècle, c'est presque insensé. Mais je vous dis, le Congo, pas loin du Douala ici, on a encerclé le quartier. Personne n'entrait, personne ne sort. Et on a mis le feu. Et imaginez, vous n'êtes pas une maison construite comme je dis, moi, je suis de Douala, c'était une maison carabote. C'est-à-dire que dès qu'on met le feu, tout part. Oui. Alors, donc, vous voyez, donc voilà un peu. Donc, à mon avis, un jour viendra où il faut revenir à la mémoire. Oui, revivre ça. Sur cette question. Cette répression féroce. Et sans compter le napalm. Vous savez, quand on a demandé à M. Mesmer du détail, mais vous connaissez ce que c'est le napalm. Ça dit qu'on a versé du napalm sur des régions entières, ça dit que du gaz. Ce que même les nazis n'ont pas fait à grande échelle, on a fait ça au Cameroun. Professeur Yingué, donc, c'est vrai que on a développé un tout petit peu sur les moyens de lutte, mais venons-en à cette controverse autour de l'arrestation de Ernest Ouandjé, parce que c'est également un sujet qui n'a pas été clairement élucidé jusqu'ici. On indique qu'il a décidé de sortir, je vais dire de revenir vers le Mongo parce qu'il avait des problèmes de santé. Et il y a donc ces rapports avec Monseigneur Albert Ndomo, qui sont considérés comme des rapports un tout petit peu controversés, et le rôle qu'il aurait joué, lui, Monseigneur Albert Ndomo, dans l'arrestation de Ernest Ouandjé. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense pour ma part qu'il y a des choses qu'il faudrait, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, préciser. Une lutte révolutionnaire ne peut réussir que si elle a l'adhésion des populations. Et la lutte de l'UPC avait l'adhésion de la population. Ce n'est même pas que tout le village partait au maquis. Tout le village était le maquis. Ce n'est pas que les gens quittaient leur village pour aller en brousse. Dans tous les villages, les gens étaient acquis à la cause de l'UPC. C'est ainsi que les Français ont mené notre politique, c'est-à-dire demander la politique de regroupement des populations. C'est-à-dire leur dire donc de quitter le village et d'aller le long des routes qui étaient accessibles. Parce que même aujourd'hui, lorsque vous passez à Boum-Niébel, vous vous demandez comment est-ce que les Français auraient pu aller dans les collines, traquer les gens. Donc, il faisait que les gens sortent et viennent sur la route. C'était ça qu'on appelait la politique de regroupement. Donc, tous ceux qui restaient, tous ceux qu'on trouvait en brousse, on les liquidait. Il y avait ça. Et au niveau de la communication, elle était efficace, comme il a précisé tout à l'heure. Je me souviens, j'étais à l'école primaire on était à l'école primaire au plateau de Bafoussam. La zone de Napalm, c'était en contrebas de la mission du plateau. Donc, ils passaient, c'est toute cette zone-là qu'ils ont brûlée. Et lorsque il y a eu des négociations et qu'une partie des révolutionnaires sont sortis du maquis, mais j'étais étonné de voir que j'avais un copain de classe. J'étais à l'école primaire. Je me souviens de son nom, il s'appelait Nembot. Il était en classe avec moi. Je l'ai vu défiler avec les
les révolutionnaires d'école primaire. Alors après, je l'appelle, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là dans les rangs? C'est là qu'on m'explique, que certains m'expliquent que c'était le coursier. Comme il est jeune, il pouvait transporter des lettres de Bafoussam à Balin, de Balin à Tel, il marchait. Bien sûr, on ne pouvait pas le... C'est une méthode que les Cubains ont beaucoup utilisée. Les Cubains, ils utilisaient les poupées avec des petites filles. Mais une fille dans un car, il lui dit, bon, tu vas à tel endroit. On a cousu une lettre dans la poupée. Quand les militaires voient une petite fille avec sa poupée, ils ne vont pas aller l'ouvrir. Donc, la communication était extrêmement efficace. Et ce que les révolutionnaires ont fait en Chine, ou bien au Vietnam, ou bien même en Algérie, ils l'apprenaient. Ça dans nos écoles. Donc, il y avait l'adhésion de la population. Quand vous voyez le Mungo, vous vous rendez bien compte que Wandié ne pouvait rester plus de 9 ans dans une telle région sans l'adhésion de la population. Et en plus, ils sont formés même pour vivre sans l'appui de la population. C'est-à-dire la population les aide, mais même si la population est réticente à certains endroits, ils peuvent se nourrir. C'est pas des... C'est des gens qui peuvent faire à manger, qui peuvent cueillir, ils peuvent sortir du manioc, qui peuvent faire du maïs. Et puis, la preuve, c'est que, vous savez, la métier. La métier, c'est la limite sud de notre plantation. Ça veut dire que le fleuve coule comme ça, en bordure de notre plantation. Mais lorsqu'on allait à la plantation, quand on était jeune, on arrivait parfois... Le samedi, on s'apercevait qu'il y a eu un feu là. Et que des gens ont mangé. On savait que quelqu'un était passé, on ne se posait pas de questions. Parce que les populations savaient qu'il passait. Et dans certains villages où ils étaient qui étaient très impliqués, parfois ils laissaient. Ils laissaient des choses, ils partaient. Ils rentraient en ville. Quand ils revenaient, ils ne trouvaient pas. Nous, on voyait ça, on se disait, bon, les bandits, on a volé. Mais les mamans savaient très bien que c'était ceux-là qui étaient passés. Donc, ce qui s'est passé, d'après nous, je crois que la polémique au sujet de l'arrestation présumée de Wandié est aujourd'hui inutile pour le mouvement nationaliste. Nous savons que Wandié, se trouvant traqué, a compris qu'il avait intérêt, même pour la lutte, d'aller se livrer. Wandié s'est livré. Wandié n'a pas été arrêté. Il y a des témoignages à ce niveau-là. Et même lorsqu'il est arrivé à la gendarmerie, les gendarmes ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Wandié a dit, c'est moi, Ernest Wandié. Les gens ont fui. D'abord, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et je vous rappelle qu'à l'ouest, nous, quand on était jeunes, Wandié, c'était le camarade Émile, mais Wandié, c'était Man Passman. L'autre surnom de Wandié, c'est Man Passman. Ça dit l'homme au-dessus des hommes. Ça veut dire, vous savez, il y avait des légendes comme quoi, si tu tires, par exemple, sur certaines personnes, tu n'arrives pas à les tuer. Il y avait cette légende-là. Donc, quand les gendarmes fuient, ils fuient parce qu'ils sont en face de la personne qu'on recherche depuis des années. Et ils viennent comme ça. Donc, je pense honnêtement que Wandié nous a laissé un témoignage, une vie de témoignage. Oui, un héritage sur lequel on va revenir tout à l'heure. Je voulais avoir recueilli l'avis de Maître Kak là-dessus. Maître Kak, est-ce qu'aujourd'hui on est fixé, ou bien vous estimez comme les autres que ce n'est pas important de savoir exactement quel a été le rôle joué par Monseigneur Albert Ndongo au sujet de l'arrestation entre griffes d'Ernest Wandié? En fait, je peux vous dire, je ne suis pas la science infuse, mais je pense, de mon point de vue, que la relation qui a existé entre Monseigneur Albert Ndongo et les camarades Émile
ressemblait à s'y méprendre à la relation qui a existé à un certain moment entre le premier évêque camerounais résident qu'on appelait Thomas Mongo, Oui. premier évêque de Douala, et le Mpodo Ruben Oumniobé. Parce qu'en réalité, au-delà des récriminations ou alors des soupçons qu'on peut développer sur la personne de Maïm Matitiro par rapport à l'assassinat de Oumniobé, il reste que beaucoup de gens s'interrogent sur le rôle que Monseigneur Mongo a joué dans l'assassinat de... Parce qu'en réalité, l'administration coloniale s'est servie de lui pour que... s'est servi de Monseigneur Mongo pour ramener, entre guillemets, le pot de Ruben Oumniobé à la raison, c'est-à-dire se livrer. On a utilisé, on ne sait donc pas si, lorsque cette mission a capoté, beaucoup de gens se posent la question de savoir sur ce qui s'est passé par la suite. Ouais. Je pense de mon point de vue que c'est pratiquement la même chose. Bon, peut-être ce n'était plus l'administration coloniale, puisque nous étions déjà indépendants, mais on en vient à se demander si le pouvoir néocolonial nouvellement installé, permettez-moi l'expression, ne s'était pas servi de Monseigneur Ndomo pour jouer un rôle. Et maintenant, parce qu'à la fin, s'étant rendu compte que la mission qui a échoué, peut-être il a cherché un moyen pour trouver une porte de sortie, peut-être faire voyager, faire sortir le camarade Émile, et l'opération n'a pas marché. Donc pour moi, je pense qu'il faut se poser des questions dans ce sens-là. Mais je voudrais qu'on revienne sur un aspect qui, de mon point de vue, est très important. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi le brillant développement de mes co-panélistes sur, j'allais dire, la force militaire, pour ne pas dire la force stratégique de l'UPC dans le maquis, parce qu'il faut que les gens le sachent. Tout à l'heure, on a essayé de relever que les modes de communication étaient assez développés, la stratégie de communication était très développée, et il y avait l'adhésion populaire, parce que la population avait compris les enjeux, la population a pris fait et cause pour, j'allais dire, pour le combat, mais c'est quand même posé un problème. C'est pour ça que, de mon point de vue, le combat n'a pas marché. On a quand même eu l'impression que les leaders UPCistes, au sortir de la dissolution du parti en 1955, le 13 avril, n'avaient plus la même stratégie. Certains ont opté pour l'exil, d'autres ont opté pour le maquis. Oui. Et on peut avoir l'impression que le maquis n'avait pas été bien préparé. Première chose. Deuxième chose, on a également l'impression que ceux qui ont engagé cette bataille dans la clandestinité n'avaient pas étudié le rapport de force. Ça aussi, c'est un élément très important parce que lorsque vous avez affaire à un colon, lorsque vous avez affaire à l'administration coloniale dispose de beaucoup de moyens et a les moyens de pratiquer ce qu'on appelle, dans le jargon de la guerre, la stratégie de l'infiltration. Donc en réalité... La corruption, il faut le dire. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont là avec vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Si on vous dit, par exemple, ça, je vais encore vous faire lire les écrits là-dessus. Lorsque vous lisez, par exemple, les derniers jours, les 6 derniers mois, du pot de Ruben Oumniobé, ça veut dire du mois de mars jusqu'au mois de septembre, vous avez découvert que presque tous les jours, il y avait des défections. Tous les jours qui passaient, il y avait des gens qui sortaient pour rejoindre, j'allais dire, le camp du colon. Et à un moment donné, même la dernière semaine, il s'est rendu compte qu'il n'avait pratiquement plus de gens. Il a commencé à pressentir le danger. Donc en fait, c'est pour dire que au-delà de la bataille qui a été bien organisée, au-delà de la bataille qui a reçu l'onction ou alors l'adhésion populaire, la préparation de et surtout, le rapport de force n'a pas été profondément étudié. Mais ce qui est sûr, c'est que dans toute lutte révolutionnaire, ce sont les mêmes problèmes qui se posent. À un moment donné, vous pouvez avoir le dessus et le lendemain, les autres changent de stratégie. Ce qui est sûr, c'est que l'UPC, le mouvement révolutionnaire, à un moment donné, a eu des victoires sur l'armée française. C'est vrai. L'armée française. Ça, c'est certain. Moi, j'étais à Bafoussam.
Je voyais à un certain moment, l'armée française était en désarroi, ils ne savaient plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient, ce que le prof a dit tout à l'heure, la force brutale. On essayait, on tuait même des citadins qui n'avaient rien à voir avec la lutte révolutionnaire. C'est-à-dire, on arrive dans un... Je vous assure, même en Konsamba, ça s'est passé. Je ne veux pas citer des noms, mais il y a eu des préfets qui sont... bon, peut-être qu'ils ne sont plus en vie aujourd'hui, mais qui arrivaient au quartier 8. C'était en Konsamba. Il y avait des préfets qui étaient là-bas. Ils sortaient des populations et disaient, les maquisards sont passés par ici. Oui ou non? On ne les a jamais vus. Les populations disaient, on ne les a jamais vus. Ils prenaient le premier, ils lui foutaient une balle dans la tête. Ils passaient au second, vous les avez vus? Non, ils foutaient une balle dans la tête. Le troisième dit, ils sont passés par là. Donc vous voyez, ce sont des situations qui n'ont plus une logique de guerre, même de guerre. Même dans les guerres, dans les pays civilisés, il n'y a pas ce genre de comportement. Donc lorsque vous vous comportez comme ça, vous êtes sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont lâcher. Il faut être suffisamment armé, au moins être à armes égales avec l'adversaire pour pouvoir tenir. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes... Même là aujourd'hui, est-ce qu'on a les mêmes moyens que les adversaires? Est-ce que les mouvements nationalistes ont aujourd'hui les mêmes moyens que nos adversaires? Alors, le professeur Albert Dikoumé voulait ajouter quelque chose avant que oui. Dimet Kakoué. Oui. Je voudrais surtout nuancer ce qu'il a dit sur la préparation de la guerre. L'UPC n'a pas préparé cette guerre comme par exemple cela a été le cas. Hein? Si vous avez vu la guerre d'Indochine entre les Français et les Indochinois, hein? Les Indochinois ont préparé cette guerre. Elle a duré quand même plus. Elle a duré, mais ils l'ont préparée. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à préparer cette guerre. L'UPC a été poussé à la guerre. C'est pour ça que je voudrais dire. C'est en 55 lorsqu'on interdit. C'est juste un parenthèse. En 55. C'est vous qui avez la parole. Je ne pense pas que ce soit une nuance, parce que ça, je l'ai dit. Je dis qu'en fait, en 55, en 50, le 13 avril, lorsqu'on interdit l'UPC, le leader était un peu poussé. Personne dans la clandestinité. Personne va dans la clandestinité. Mais personne ne peut il n'y a pas préparer cette véritable razzia. clandestinité. On arrête beaucoup de membres de l'UPC. Ça déstabilise le et groupe. on l'oblige à se retirer des villes hein, et aller vers les villages. Bon, comme elle ne veut pas se voir décimée, elle va à la guerre. Alors, professeur Nchoua, peut-être, c'est vrai que tout à l'heure, pour l'essentiel, vous avez indiqué que cette controverse autour du rôle d'Albert Dikoumé n'est pas... Je voulais continuer par rapport à ce qu'on dit sur la relation entre Monseigneur Ndongmo et Wandji. Là aussi, je serais assez nuancé. Parce qu'il y a des jugements péremptoires. Bon, il y a une de mes étudiantes qui vient de soutenir une thèse hein, et qui en a un peu parlé. Ce qui est certain, c'est que il y a des pourparlers qui avaient été engagés entre le pouvoir d'Ahidjo et M. Wandji. Et l'intermédiaire était Monseigneur Ndongmo. C'est vrai. C'était Monseigneur Ndongmo. Jacep, n'est-ce pas, dont nous avons parlé, il est en vie. Il y a une de ses interviews qui est assez édifiante à ce sujet. Il raconte toute cette période. Il montre comment, à plusieurs reprises, Monseigneur Ndongmo vient les rencontrer, les amène au petit séminaire de Mélon. Il les amène au petit séminaire de Mélon, il les amène en Konsamba, etc., etc. Et dans cette discussion, il y a eu un problème parce que M. Wandji demandait deux choses. Premièrement, l'amnistie.
l'amnistie pour les camarades qui étaient au combat, mais aussi pour ceux qui étaient en exil. La deuxième chose qu'il demandait, c'était des élections libres. Et ça, M. Ahidjo ne l'a pas accepté. Il ne pouvait pas l'accepter. Et lorsque M. Diassep et M. Wandé ont été arrêtés, entre guillemets, parce que c'est Diassep qui a été d'abord interpellé. Diassep a été arrêté. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on les a pris, là aussi je mets des guillemets, il y avait et des militaires, gendarmes, et la population, n'est-ce pas? Diassep dit qu'il a été arrêté par la population. Mais c'est 6 jours après qu'on parle de l'arrestation de Wandé. Est-ce qu'il avait échappé à cette population? Et c'est là que la version du professeur Moyo intervient. Hein? Est-ce qu'il était dans ce poste de gendarmerie et que ces discussions ont achoppé, les discussions ont achoppé sur quelque chose et elle a été obligée de l'arrêter. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. J'étais étudiant à cette époque. Et le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on a voulu ridiculiser Wandé. Montrer que il était personnage ordinaire, qu'il errait dans le maquis, qu'il n'avait plus aucun soutien, etc., etc. Parce que c'est la thèse qui a été développée à ce moment-là. Or, s'il s'est rendu volontairement, il n'y a pas de raison de dire que c'est la population qui l'a arrêté. Parce qu'on ne parle pas de l'armée, on ne parle pas de la gendarmerie, qui, à ce moment-là, à Maleke, était venu en force. Ces troupes étaient fortement armées, étaient nombreuses. Lorsque elles sont venues, on leur a dit que Wandé était dans la zone. Mais le rôle de Monseigneur Ndongmo demeure quelque peu ambigu. Mais je ne voudrais pas qu'on mette l'accent, parce que nous ne détenons pas. D'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'au départ, le mouvement UPCiste, c'était un mouvement d'obédience syndicale. Au départ, ils n'étaient pas préparés pour la lutte armée. C'était des syndicalistes. Oui, au départ, et toute la formation qu'ils ont eue, c'était une formation de syndicalistes. C'est lorsqu'après, on les a obligés lorsqu'on a interdit l'UPC, qu'ils ont obligé de changer de stratégie. Et là, c'est dans tous les mouvements nationalistes. C'est comme ça, vous apprenez, même au Chimine, à tâtonner avant de devenir un véritable chef de guerre. Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que M. Roland Frey était venu au Cameroun avec une mission précise. Détruire acculer l'UPC. Alors, professeur, sur cette question-là, avant qu'on ne sorte sur le procès et puis l'exécution. Oui, non, je voulais revenir quand même sur l'affaire Monseigneur Ndongmo. Moi, je crois que nous avons tous lu, même pas sur le Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Oui, et que Mongo Betty, comme j'ai connu Monseigneur Siam, qui était directeur du petit séminaire de Bélon pendant ce temps, et qui a remplacé après Monseigneur Ndongmo d'abord comme administrateur provisoire quand on l'a déposé. Vous savez qu'au même moment, Monseigneur Ndongmo avait des accusations à Rome. Parce qu'il faut savoir, on disait que Mongo plastique qu'il avait lancé était un repère de bandits et de bombes. Et donc ses compères l'avaient accusé à Rome. Oui, donc il est parti à Rome pour répondre à un jugement. Voilà. Donc en même temps que... Donc quand on arrête les responsables, puis s'il n'est pas au Cameroun, il est sorti, il reviendra pour la prison, et puis ensuite il ne retrouve plus son diocèse, il ne retrouve même pas son siège.
Je voulais ce mot. Non. D'accord. Lorsque il va prendre M. Diacep et M. Wandi, c'est lui qui les prend à Mélon pour les laisser dans la région de Manga. Et il leur donne rendez-vous. Oui. Hein? Seulement, il ne reviendra il pas. Il reviendra plus parce qu'il est appelé à Rome. Oui. Oui. Mais c'est ça. Oui, mais les autres n'ont pas reçu un message. Oui. Hein? Ils ont continué à l'attendre. Voilà. Mais j'ai dit donc qu'il ne revient pas au Cameroun parce qu'il est parti sur Rome. Oui, mais... Et quand il va sur Rome, il ne revient plus. Oui, en fait, c'est ça le cœur de la polémique, justement. Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il part d'urgence à Rome? Pourquoi il n'y a pas un feedback et tout ça? Voilà, c'est ça la question. C'est une question qui restera. Absolument. Donc c'est qu'il faut un jour poser parce qu'il n'a pas immédiatement et encore qu'il a été convoqué rapidement. Ce que je veux dire aussi, c'est que. Et puis lorsqu'il revient de Rome, il est accueilli à l'aéroport et puis il est interpellé. Il est interpellé, il retrouve puis son disait ce que je dis. Tout à fait. Donc il y a quand même. Au-delà du questionnement pourquoi il n'a pas informé, il y a aussi le contexte qui fait que accusé à Rome, peut-être qu'il prépare sa défense, il est la tête. Par exemple. Donc je me dis qu'il ne faut pas seulement dire trahison directement. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui parlent de trahison. On se pose des questions. Absolument. Quand on n'a pas toutes les données, je crois qu'il faut faire comme le professeur nuancé. Alors maintenant sur la question du j'en reviens maintenant. Une dernière chose sur la lutte armée. Sans base de repli, aucune lutte armée ne réussit. C'est-à-dire que pour que ça tienne, il faut qu'une base de repli. L'Algérie, l'Indochine, même le Cuba. Cuba. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que les Français ont compris que nous n'avons pas de base, ils ont fermé. Au Pays Bassa, ils ont fermé. Je lisais encore une mémoire sur que le Bamboutos, les armes, quelques armes, petites armes qu'on achetait au Nigeria passaient par le Bamboutos, ils ont fermé. Donc, le PC n'avait pas, pendant longtemps, base arrière, base de repli. Et donc, c'est une des causes. L'une des causes, à mon avis, sincèrement, c'est que les révolutionnaires n'ont pas une base arrière pour les approvisionner, pour se reposer, pour même aller traiter des gens. Ce qui fait qu'ils ont compté longtemps sur les ressources intérieures qui commençaient à s'améniser à un moment donné. C'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, j'en arrive sur le procès. En fait, quand vous... Oui. J'en arrive sur le procès. En fait, il y a eu plusieurs procès. Procès de quoi là? Il y a eu plusieurs procès. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que, à mon avis, quand on regarde bien, ce ne fait pas un procès. La conséquence, il a même ridiculisé le juge. D'abord, on a refusé ses avocats. Maître Vergès et Maître Orsel. Alors, puisqu'on est tenu par les impératifs du temps, on va faire, professeur, on est tenu par les impératifs du temps, on va faire rapidement un dernier tour de table juste pour conclure et on aura certainement l'occasion de revenir pour poursuivre sur les questions qui n'ont pas été évoquées dans le courant de cette émission, puisqu'il y a une émission de sport qui va passer dans quelques secondes. Donc sur le sujet. Moi, je suis quand même content que l'on aborde ces questions. Oui. Peut-être qu'on aura du temps pour aborder en profondeur. Oui. Parce que notre histoire nationale, souvent, se limite à nos chefs d'État. Oui. La première histoire, c'était Aïdjou. L'histoire se répétait sur Aïdjou. Maintenant, ça commence bien. Alors que notre histoire est plus profonde. Et il faut dire l'histoire, non pas dans des thèmes d'antagonisme, mais de réconciliation. Un peuple qui assume son passé, ses actifs et ses passifs se réconcilient et bâtit l'avenir. Très bien. Donc pour moi, ce discours sur Moumié, ce n'est pas un discours de vengeance, c'est un discours de savoir ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé et comment bâtir ensemble. Malgré ça, un avenir qui appartient au Cameroun, pas qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est tracé par le Camerounais, pas par quelqu'un d'autre. Maître Simon Serge Kakak, en quelques secondes, s'il vous plaît. En fait, ce que moi je peux dire, c'est que Duval, vous avez très bien fait de nous convier à cet échange qui, pour moi, a une portée profondément patriotique. Parce qu'en réalité, c'est l'occasion pour nous autres d'interpeller ceux qui ont le privilège de présider aux destinées de notre pays, pour qu'ils comprennent que la vie d'une nation comme la nôtre ne se limite pas au présent. Il y a un devoir de mémoire qui s'impose à nous. Nous devons savoir qu'avant nous, il y a des gens qui ont travaillé pour la construction de ce pays. Que les gens ne fassent pas comme si
le Cameroun est né en 2020 ou en 2021. Il y a des gens qui ont travaillé. Il faut que le gouvernement trouve la meilleure stratégie pour leur donner une place. Une place à nos héros nationaux. La place qu'ils méritent. Et naturellement, une place à tous ceux qui ont combattu pour la construction de ce pays. Parce que ce que nous disons aujourd'hui sur Ernest Ouandjé, c'est la même chose qu'on a dit ici, il n'y a pas très longtemps, sur Ruben Oumyobé. On peut dire la même chose sur Félix Roland Moumié. On peut dire la même chose pour les nombreux Camerounais qui ont travaillé pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Il faut que le gouvernement ait un devoir de mémoire pour comprendre que ces gens-là méritent une place. Ne serait-ce que dans la mémoire collective. Je pense que le débat continue. Les nationalistes ont posé une gerbe sur la tombe d'Ernest Ouandjé le 15 janvier. Les nationalistes vont se retrouver à Yaoundé le 29 janvier au Panthéon du panafricanisme. Je les convie tous à être là. Et on va passer des films, il y aura des témoignages sur le procès. On n'a pas pu en discuter. L'interprète du procès sera là. Il y aura le combattant Jacep sera là. Et on espère aussi la venue du camarade Nicanor, qui est toujours en vie. Ce sera le 29. Oui, ce sera le. C'est une bonne nouvelle. Oui, ce sera le 29 janvier, le vendredi 29 janvier, au Panthéon du panafricanisme à Yaoundé. C'est une tradition du Panthéon du panafricanisme depuis 11 ans. C'est la façon, pour certains d'entre nous, de perpétuer le combat qui continue toujours. Professeur Albert Dikoumé, pour sortir de l'émission. Oui, je vais dire deux choses assez rapidement. La première chose, c'est que l'histoire a donné raison à ces gens. Parce que ces accords secrets de la décolonisation qui ont été finalement signés entre le gouvernement du Cameroun et la France montrent que ces gens avaient raison, puisque ce sont ces accords qui continuent à nous mettre dans une espèce de guette. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai vu une émission sur le Congo, la République démocratique du Congo, dans l'une de ses provinces. Les populations sont sorties dans la rue pour dire qu'il fallait, pour qu'il y ait une communion des cœurs, célébrer tous ceux qui avaient donné leur vie pour le pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, M. Ahidjo ne peut même pas jouir d'un repos. Hein? Lui qui empêchait les Camerounais de revenir dans leur pays, qui était aux affaires lorsque la plupart de ces gens sont morts, il ne peut pas jouir d'un repos. Il faudrait que les Camerounais célèbrent leurs héros. Cela permettra peut-être de définir de manière plus précise ce que nous voulons être. Parce que si nous n'avons pas de modèle, ces gens doivent être des modèles. Okay. Si nous n'avons pas de modèles, nous ne pouvons pas savoir où nous allons. Merci, professeur Albert Dikoumé. Et c'est un pan que nous allons développer dans la prochaine émission parce qu'il faudra bien revenir sur le procès tel qu'il s'est déroulé et surtout interroger l'héritage légué par Ernest Ouandjé, non seulement à l'UPC, mais à la jeunesse camerounaise tout entière, pour qu'on comprenne effectivement où on va, puisque, comme le disait Amadou Ampaté, Diop, il faut, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci au professeur Emmanuel Tchumchoua. Merci également à vous, professeur Albert Dikoumé, d'être là. Merci, professeur Yimgem Ouye. Bon retour à Yaoundé. On vous convie à la prochaine émission. Merci également à vous, maître Simon-Serge Kakak. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.